Bien, je vais vous inviter à vous installer si vous êtes encore debout, puisque nous allons pouvoir débuter ce forum thématique. La présidente du Grand Annecy va nous rejoindre dans quelques minutes. Et puis Didier Sardin, vice-président mobilité, est là pour vous écouter. Donc je vous invite à prendre place. On va commencer avec le petit quart d'heure au Savoyard de retard. Pour les amateurs de foot, il est possible que vous loupiez le premier quart d'heure du match, sauf si vous devez nous quitter avant pour aller, mais on va essayer de tenir pour pas finir bien après 21h pour les amateurs de foot, avec la France qui joue. Bien, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici à l'Impérial pour un nouveau rendez-vous important de la concertation préalable sur le projet haute mobilité. Concertation qui a commencé il y a déjà quelques semaines, le 30 avril, avec pas mal de rendez-vous qui ont été organisés. Il y en avait 30 de programmés, c'est le 28e aujourd'hui. C'est plus de 1000 personnes qui sont venues sur les événements pour donner un avis, contribuer, participer, poser des questions. Et donc les associations étaient bien présentes sur les différentes réunions publiques qui se sont déroulées. Il y en a eu 6 en tout. Et donc le Grand Annecy, en lien avec les garants et les associations, ont proposé ce format assez innovant pour des concertations préalables, où cette fois-ci, eh bien, ce sont les collectifs du territoire qui ont la parole pour donner leur avis, proposer des alternatives, ou venir appuyer un avis proche de celui du Grand Annecy. Et donc c'est le temps que nous allons ouvrir ce soir. Donc un zoom sur le programme de la soirée, avec dans quelques instants la parole à nos deux garants, en saluant Frédéric Lardet, présidente du Grand Annecy, qui nous rejoint. Un petit mot donc de la part de nos deux garants qui sont là et qui nous expliqueront notamment comment s'est construit cette réunion particulière. Ensuite, je pense que la plupart d'entre vous avez participé aux réunions publiques. Il est possible également que vous ayez déjà consulté le dossier complet qui est en ligne. Et il y a d'ailleurs un document qui a été rajouté la semaine dernière, qui est une note importante que vous pouvez consulter, qui est dans l'onglet ressources, dans lequel vous trouverez eh bien, l'ensemble des éléments sur comment le projet a été construit sur le plan des études, qu'est-ce qui a été amené comme chiffres, etc. C'était une demande des associations de disposer de ce document, donc c'est une trentaine de pages qui ont été faites par le Grand Annecy et qui est disponible donc sur Internet dans le dossier ressources. Si vous n'avez pas participé aux réunions publiques, on prendra juste quelques minutes pour vous représenter le projet. Ça sera très rapide, une vidéo que vous connaissez déjà, et puis juste quelques chiffres clés pour qu'on ait bien tous le même niveau d'information. Et puis ensuite, on ouvrira la séquence qui est la plus importante, qui est celle de la parole aux collectifs et aux associations. Il y a 10 associations et collectifs sur le territoire qui ont fait remonter aux garants et au Grand Annecy leur volonté de s'exprimer ce soir devant vous, à la fois autour d'une table pour enrichir le projet, mais également pour vous présenter leur point de vue. Donc on aura les 10 collectifs qui viendront, associations, qui parleront chacun leur tour. Donc on est plutôt sur une présentation au départ, hein. On n'est pas sur un débat avec eux. Donc ils auront 5 minutes pour présenter leur projet, pour vous donner envie ensuite d'aller discuter avec eux de manière plus poussée pendant 45 minutes sur ce qu'on a appelé le forum debout, où vous allez pouvoir passer de table en table et discuter avec les associations pour continuer à contribuer et à amener les éléments que vous souhaitez amener. Et donc on terminera par le forum debout avant de laisser la parole à nos garants qui feront la conclusion. Je vous rappelle que la concertation préalable est jusqu'au 26 juillet, donc il reste encore un peu de temps pour continuer à amener vos éléments, poser vos questions, consulter les documents, et que la réunion de ce soir est filmée, comme toutes les autres, et que donc le temps de faire le montage, dans quelques jours, elle sera disponible, et donc les associations pourront les partager sur leurs différents réseaux auprès de leurs adhérents, et donc ça permettra d'alimenter encore la concertation jusqu'au 26 juillet, date qu'il faut bien retenir, puisqu'après cette date, les documents seront encore accessibles, mais vous ne pourrez plus contribuer, donner votre avis dessus. Je vous ai juste vous expliquer, mais les garants le diront également. Donc le format, c'est bien 5 minutes de présentation. On a un petit timer et j'essaierai d'être le garant du temps de manière à ce qu'on respecte bien le timing. Et ensuite, cette présentation sera mise au compte-rendu de cette réunion qui figurera dans le document que sera amené à faire les garants. Donc c'est bien un document officiel qui sera mis et le Grand Annecy se réserve le droit de répondre ou contribuer ou amener des réponses aux propositions à cette occasion-là.
et donc les garants qui donneront leur rapport à la fin de l'été. Donc ça va être un été studieux pour nos 3 garants. Je vais leur laisser la parole justement pour qu'ils puissent nous expliquer l'objectif de cette réunion un peu particulière dans le format qu'on connaît habituellement des réunions publiques et des réunions de concertation préalable. Donc je vous laisse la parole à tous les deux. Merci. Déjà, bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes 3 garants. Nicolas Leméoté, ce soir, dans le débat public de l'Allier, il s'en excuse, il ne peut pas être présent avec nous. Marc Pascal se présentera et moi-même, Valérie Dejour. Pour ceux qui n'auraient pas encore assisté à une réunion publique ou un atelier ou un kiosque, juste dire que la Commission nationale du débat public est une entité publique indépendante qui a sa propre, liste de garants et que nous, les 3 garants, nous sommes complètement indépendants du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, pour qu'on soit clair sur les mots, le maître d'ouvrage est l'agglomération du Grand Annecy. Et les modalités de la concertation ont été validées, préparées avec les garants, comme le dossier de concertation en amont du démarrage de la concertation, et validées par le bureau de la Commission nationale du débat public. Or, ces modalités de la concertation, suite évidemment à ce qui se passe dans des réunions, des ateliers et puis des échanges, il a été décidé de mettre en place cette réunion qui n'était pas prévue dans les modalités de la concertation. Pour cela, les garants ont été sollicités et évidemment, le maître d'ouvrage a donné son accord. Donc, cette réunion qui est là ce soir, c'est un accord qui a été fait entre les garants, qui restent prescripteurs aussi, et le maître d'ouvrage, qui reste et est le maître d'ouvrage de cette concertation. 3 mois, c'est le maximum d'une concertation préalable. Donc cette concertation, vous voyez, on dit qu'elle termine le 26 juillet. C'est important de se dire que vous avez encore le temps de donner vos avis, vos contributions, etc. Donc ce soir, le déroulé, les règles qui ont été définies ont été co-construites entre les garants et le maître d'ouvrage, pour que ça soit clair. Dans les règles et dans les principes que l'on avait définis, effectivement, nous avions défini que il faut bien définir un des moments des règles. Déjà, le respect. Donc, je vous demande d'être respectueux de la parole de chacun, y compris dans vos écrits et vos échanges, et qu'on passerait par ordre alphabétique. Il en a... J'en ris parce que, comme disait mon prof de philo, il faut des principes pour pouvoir les violer. Eh bien, on va dire que ce soir, du fait d'un retard, le président d'une des associations ne pouvant arriver qu'à 20h, or, il commençait par un A, ça a bousculé tout, donc l'on va faire différemment, et les différentes demandes des associations ont été acceptées par le maître d'ouvrage, avec l'accord des garants. Je voudrais insister sur ce respect, sur l'écoute et la parole qui est donnée ce soir, qui est une ouverture pour cette concertation. Je peux vous dire, en étant garante sur d'autres concertations, que c'est rare. Et en tant que garante, moi je remercie l'ouverture qu'a faite le maître d'ouvrage, qui va rester dans une posture d'écoute et d'observation ce soir. Donc c'est aussi une demande que les garants ont faite au maître d'ouvrage pour éviter des face-à-face et permettre à chacune des associations de pouvoir dire ce qu'elle avait envie de dire, et sachant qu'elle avait le sentiment de ne pas trouver cet espace. Donc cet espace, ça ne veut pas dire que c'est une réunion que pour les associations. Nous restons dans une concertation publique où chacun a sa place, tout citoyen, tout usager, et il n'y a pas quelqu'un qui a une place préférentielle. Voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne réunion ce soir et surtout aussi, après, des échanges autour des tables. Merci. Donc les présentations, c'est fait. Moi, c'est Marc Pascal. Je voudrais juste insister sur 3 choses qui ont été un petit peu évoquées par Julien. L'idée de cette présentation par les associations, c'est que ça nourrisse la concertation. Donc autour des tables, vous avez des cahiers sur lesquels vous pouvez écrire des choses que vous avez envie de dire ou des réactions que vous avez. Donc on est dans le processus, hein, on a appelé ça forum debout. L'idée, c'est que les citoyens que vous êtes
puissent continuer de participer en réaction ou en utilisant toute la matière que les associations vont vous présenter. Donc utilisez bien ces cahiers qui sont sur les tables pour nourrir la concertation. Et puis l'autre chose, c'est le fait que, Julien l'a dit, mais je le redis, la séance est filmée et ça permettra de diffuser le message des associations à une échelle qui dépassera la centaine de personnes qui sont ici. Et c'est tant mieux parce qu'il reste jusqu'au 26 juillet pour développer encore, compléter les dépositions, les réactions de tous les citoyens. Donc les associations vont nourrir le débat avec leurs apports. Merci à tous. Merci à vous deux. Et puis on vous retrouve à la fin de cette séance pour le mot de conclusion. Je vous avais dit donc on vous dirait un mot rapide sur le projet, même si pour la plupart je pense que vous l'avez déjà entendu lors des réunions, mais si vous venez pour la première fois, puisqu'on est bien sur une réunion aussi publique, même si elle est tournée vers les associations, vous redonnez quelques informations sur ce qu'est le projet Haute Mobilité avec la vidéo que vous connaissez peut-être, mais qu'on vous propose de revoir. Le réseau mobilité, c'est où, c'est quand, c'est quoi? Ça se passe en images. Pourquoi le projet Réseau Haute Mobilité? Le Grand Annecy, c'est un vaste territoire composé de 34 communes. Nous sommes aujourd'hui plus de 215 000 à vivre sur cet espace, situé au cœur d'un bassin de vie dynamique. Notre territoire connaît depuis plusieurs décennies une forte croissance de sa population, de par son attractivité et son dynamisme économique. Cela induit une augmentation des déplacements et un allongement des temps de parcours, avec des risques pour l'environnement et la santé des habitants. L'agglomération du Grand Annecy a ainsi décidé de se doter d'un ambitieux projet de transport structurant. Il sera réalisé en partenariat avec l'ensemble des élus locaux, des habitants, des acteurs économiques et associatifs et les partenaires institutionnels. Qu'est-ce que le réseau Haute Mobilité ? Il s'agit d'un projet de transport collectif en site propre qui circule sur une voie qui lui est entièrement réservée, et ce sur l'intégralité de son parcours, proposant ainsi un niveau de service optimal, avec un temps de trajet garanti et une fréquence de 6 ou 12 minutes aux heures de pointe selon les axes, offrant une attente moyenne prévisible en station. Ce réseau bénéficiera de la priorité aux intersections pour minimiser le temps d'attente et optimiser l'efficacité du service. Il sera équipé de véhicules modernes et confortables, à grande capacité et respectueux de l'environnement. Il favorisera l'intermodalité en facilitant la connexion avec les autres modes. À l'horizon 2030, le réseau Haute Mobilité du Grand Annecy desservira 5 communes de l'agglomération. Il comportera 3 axes distincts, décomposés en 5 branches, rayonnant à partir de la gare d'Annecy. L'axe 1, du 1 rive ouest jusqu'au Glaisin à Annecy-le-Vieux. L'axe 2, de Cap-Péria à Sénaux jusqu'à Prébilly à Pringy. L'axe 3, Épagny-Métessy au centre-ville d'Annecy. Ce réseau haute mobilité favorisera un aménagement du territoire durable et attractif. Il desservira les pôles principaux d'activité économique et les zones commerciales. Les PEM ou pôles d'échanges multimodaux faciliteront les connexions avec les territoires voisins. Dans le cadre de ce projet, les aménagements seront repensés pour favoriser un meilleur partage de l'espace. Les axes urbains seront réaménagés pour être plus attractifs et intégrés dans leur environnement. Les enjeux environnementaux seront pris en compte, avec notamment une végétalisation maximale le long de l'ensemble des itinéraires et dans le respect des écosystèmes locaux. Ce projet permettra également de répondre aux enjeux climatiques, en contribuant à la décarbonation des déplacements, en cohérence avec le Pacte pour le climat. Ce projet vous intéresse ? C'est le moment de vous exprimer. Une large concertation, ouverte à tous, est organisée du 30 avril au 26 juillet 2024, avec 29 rencontres sur tout le territoire. Cette concertation préalable est organisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public, qui a nommé 3 garants chargés de veiller au respect du droit à l'information et à la participation du public durant le processus d'élaboration du projet. Venez contribuer à l'avenir de votre cadre de vie en participant aux 6 réunions publiques, aux 6 ateliers et aux 14 rencontres sur tout le territoire avec la maison mobile du projet. Rendez-vous sur le site dédié pour vous informer
et contribuer. Vidéo de présentation du réseau haute mobilité. On vous a remis également la carte que vous avez déjà vue avec quelques chiffres clés que je vais balayer très rapidement. On vous rappelle que c'est 3 axes et 5 branches qui ont été définis par l'exécutif du Grand Annecy, qu'on est sur un projet ambitieux qui vient compléter l'offre de mobilité déjà du territoire, hein, avec un réseau notamment qui a évolué il y a quelques semaines avec la Cibra, et donc ça vient bien compléter. Avec donc les 5 branches que vous voyez ici, on est sur entre 31 et 38 km de parcours en fonction des variantes. On est sur la concertation préalable, donc on est bien en amont pour définir les choses. Et donc effectivement, il y a encore des fourchettes. C'est le cas également pour le nombre de voyageurs par jour attendus, donc qui varie entre 48 000 et 53 000 voyageurs jour. Et puis le gros intérêt, c'est bien d'être sur un transport en commun en site propre intégral. C'est ce qui fait la particularité de ce projet et aussi son côté innovant, puisque c'est vrai que ça serait une première en France d'avoir un mode de transport intégral en site propre qui permet d'avoir une attractivité très forte et une garantie en termes d'horaire, de cadencement, etc. Et donc avec un passage toutes les 6 à 12 minutes. Vous avez également les différentes variantes en pointillés qui ont été travaillées, discutées, présentées. Et donc il y a eu des ateliers techniques qui ont été poussés sur les différents axes et sur les différentes branches pour essayer d'aller vraiment le plus près du terrain, y compris sur la définition de ce qui semblait judicieux en termes d'arrêt par exemple. Voilà, donc le projet tel qu'il est aujourd'hui, c'est ce qui a été présenté longuement par les élus du Grand Annecy lors des réunions publiques, et donc avec les prises de parole des associations lors de ces réunions, et donc la volonté de pouvoir leur permettre de s'exprimer, et surtout que ça puisse être diffusé après pour contribuer à la fin de cette concertation. Donc c'est l'étape que je vous propose d'ouvrir maintenant. Donc comme je vous l'avais dit, on a 10 associations qui ont exprimé leur volonté de pouvoir s'exprimer, 9 sont là physiquement ce soir. Une n'est pas là et nous a envoyé une vidéo, et on va commencer par elle, qui est l'association Action Environnement Saint-Jean. Donc la règle était la même pour toutes les associations, 5 minutes, avec un décompte qui va être fait de manière à ce qu'on ne dérive pas trop des 5 minutes, ou même pas si possible, de manière à ce qu'il y ait du temps suffisant pour ensuite discuter, puisque l'intérêt de tout ça, c'est bien de pouvoir aller ensuite sur le forum debout pour contribuer dans les cahiers autour de thématiques. Alors il y en a 10 qui ont été listées par le Grand Annecy. Donc il y en a beaucoup, hein, je ne vous les liste pas toutes, mais il y a la question des déplacements des jeunes sur le territoire, du report modal, de l'accessibilité, des horaires, de la sécurité, de la qualité de service, de l'aménagement urbain et de comment s'aménage le territoire en fonction de ce réseau haute mobilité. Donc beaucoup de thèmes qui seront évoqués sur la deuxième partie. Et là, vous serez vraiment dans les échanges avec les associations. On commence donc avec la première association. Donc je vous l'ai dit, il s'agit donc de l'association Action Environnement Saint-Jean. Je me présente, je suis Christophe Sadjier, habitant de Saint-Joriot et aussi membre du collectif Action Environnement Saint-Joriot. Nous sommes désolés de ne pouvoir être physiquement avec vous ce soir. En effet, des contraintes personnelles et professionnelles font que nous devons vous présenter nos alternatives via un diaporama à distance. Alors juste une petite présentation de notre collectif. Donc le groupe Action Environnement Saint-Joriot a été créé en novembre 2022 à l'initiative d'habitants du village. L'objectif était de se regrouper pour pouvoir peser un peu dans les décisions locales et réciproquement de mieux comprendre les décisions locales et d'améliorer, on va dire, la communication descendante entre la mairie et les différents administrés. Les sujets sur lesquels nous essayons de peser depuis bientôt 2 ans concernent notamment l'amélioration des conditions d'éducation dans le village, la lutte contre la surchauffe urbaine durant les différents épisodes de canicule estivaux, la modification du PLU de la commune en étant source de propositions, et enfin, bien sûr, le sujet qui nous concerne aujourd'hui et qui a fait couler donc beaucoup d'encre, le sujet des transports en commun de la rive ouest. Alors après avoir participé à de nombreuses réunions et débats et ateliers concernant le sujet du transport en commun, et notamment sur l'axe 1 de la rive ouest, nos différentes interrogations et sur lesquelles nous souhaitions des éclaircissements, voire des confirmations, concernent les points suivants. Tout d'abord, bien évidemment, la
notion d'intégralité. Nous avons bien vu que la RD 1508 n'est pas extensible, que le BHNS sera parfois en voie double, parfois en voie propre. La première interrogation, c'est est-ce qu'il aura vraiment cette notion, est-ce qu'il sera vraiment sur sa voie unique sur l'intégralité du tracé? Pour nous, c'est la clé du projet, sinon il sera comparé à un simple bus et du coup n'aura peut-être pas l'effet escompté. Concernant la capacité annoncée 7000 à 8000 passagers par jour, nous souhaitions simplement être certains que ces chiffres incluaient bien la saison estivale, notamment l'été, durant lesquels la population au bord du lac s'agrandit considérablement. Un sujet extrêmement important concerne la connexion aux mobilités douces. Elles doivent être parfaitement intégrées dans le tracé et au niveau des accès aux gares. Je vais prendre l'exemple de Saint-Joriot. Il n'y a peu, voire pas de pistes cyclables à Saint-Joriot. On a même d'ailleurs un manque de trottoirs sur la route de l'église, qui est une route qui est extrêmement fréquentée par les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Nous avons besoin d'être sûrs que les personnes qui habitent un peu dans les hauteurs, sur les pentes du Sénos par exemple, puissent rejoindre le tracé et les gares du BHNS en vélo ou à pied si elles le souhaitent. Concernant le sujet des parkings relais, nous avons intégré donc un parking relais sûr au niveau de Sévrier et de Duin et un potentiel au niveau de Saint-Joriot. Nous souhaitions nous assurer de leur localisation. Une localisation dans le centre des villages comme il avait été prévu au niveau du collège de Saint-Joriot ne nous paraît pas pertinent, excusez-moi. En effet, on est au cœur du village, ça va créer un flot de véhicules qui vont tendre vers le collège, là où on a déjà une zone qui est saturée. Nous préconisons donc plutôt des parkings relais en périphérie, au niveau de Sévrier vers les tennis, comme je crois ce qui était prévu, au niveau de Saint-Joriot plutôt vers la déchetterie. Cela permettra d'éviter un flot de véhicules à l'intérieur du centre-ville et un risque de coactivité entre les cyclistes, les automobilistes et les piétons. Concernant le tracé, nous avions aussi des interrogations sur différents endroits spots du BHNS, notamment par exemple à l'entrée de Saint-Joriot au niveau du Polondon. Comment va-t-il passer? La voie est extrêmement étroite, allez-vous détruire du bâti, allez-vous agrandir le pont, etc. Une fois que le tracé plus ou moins définitif sera mis en place, je pense que les habitants de Saint-Joriot souhaiteraient en avoir connaissance. Enfin, concernant la végétalisation, on a beaucoup entendu parler de végétalisation tout autour du tracé. Nous souhaitions vraiment mettre un point d'honneur à ce que végétalisation ne rime pas avec esthétisme végétal. Végétaliser, ce n'est pas juste mettre un buisson, 3 fleurs et un arbuste par-ci par-là, mais qu'on ait vraiment cette notion de végétalisation égale puits de carbone. D'ailleurs, concernant l'empreinte carbone du projet, donc l'objectif de ce projet numéro 1 ou numéro 2, c'est aussi de faire baisser la pollution pour arriver aux objectifs du Grand Annecy. Donc l'objectif quand même de réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par ce projet. Donc nous avons analysé l'empreinte carbone de différents modes de transport, du BHNS diesel, hybride, 100% électrique au tramway. Ce que nous souhaitions dire, c'est qu'effectivement, si le BHNS est un BHNS 100% électrique, cela nous paraît cohérent dans la démarche de transition énergétique. En effet, un BHNS 100% électrique ne rejette aucun CO2 dans l'atmosphère. Néanmoins, il y a une petite part d'empreinte carbone qui est liée à la fabrication et la conception du BHNS et au recyclage des batteries dans 2-3 dizaines d'années. Après, on espère que les progrès de la science feront que ce sera peut-être plus un problème dans 20 ou 30 ans. En tout cas, voilà, ce BHNS, s'il est 100% électrique, pour nous paraît cohérent avec les objectifs de transition énergétique. Maintenant, les préconisations supplémentaires des habitants. Donc, nous avons souhaité, via cette slide, aller plus loin un peu dans le projet qui nous est proposé aujourd'hui pour voir en fait une suite, que ce projet de transport en commun jusqu'à Duin ne soit pas une fin en soi, mais on pourrait dire un début, un commencement. Donc effectivement, beaucoup de personnes souhaiteraient que ce transport en commun puisse aller jusqu'à Faverges. Donc nous avons bien noté la problématique de la compétence transport détenue par la région au niveau des sources du lac et détenue par le Grand Annecy, par l'agglo, jusqu'à Duin. Donc effectivement, ce que nous souhaitons, c'est que vraiment des discussions puissent s'engager au plus vite, alors peut-être qu'elles le sont déjà, entre la région, entre la communauté des sources du lac et entre l'agglomération, afin de pouvoir déjà travailler pour, dans un second temps, une prolongation du tracé vers Doussars, Faverges, Ugine, pourquoi pas Albertville.
Dans un second temps, effectivement, nous espérons que les travaux qui seront faits du côté de Duin seront des travaux qui permettront le prolongement potentiel de ce trajet vers les sources du lac. Notre deuxième préconisation concerne le tunnel de la Puya. Donc effectivement, il serait, on pense intéressant aussi de regarder s'il est pertinent de l'agrandir pour les cyclistes et les piétons. On prend comme exemple, vous voyez la photo à côté, la galerie de service du tunnel du Chat qui est aujourd'hui utilisée par les cyclistes et les piétons. Un des sujets extrêmement importants pour les habitants concerne la maîtrise financière du projet. Donc des fourchettes de coûts ont été annoncées. On ne souhaite pas de dérapage financier qui entraînerait une annulation du projet, comme on a pu le voir dernièrement sur le premier projet de la piscine des Marquisas, mais il n'y a pas très longtemps encore le Vélodrome ou le Palais des Congrès, pour n'en citer que 3. Nous n'oublions pas que les usagers et les habitants des 34 communes de l'agglomération risquent d'être responsables financièrement de la dégradation des coûts d'exploitation. Donc nous souhaitons vraiment une rigueur budgétaire là-dessus pour éviter d'avoir des mauvaises surprises au moment de payer la taxe foncière à la fin d'année. Enfin, une des dernières préconisations concerne la protection des espaces naturels. Donc là, je change de sujet, je pars sur le dédoublement de la piste cyclable qui a été annoncée. Donc nous avons bien entendu que ce sera fait sous une échelle d'une dizaine d'années, par tronçon de 1 km. Voilà, nous tenons à alerter dès maintenant. Quelques années auparavant, il y a des zones naturelles, notamment les marais de l'enfer à l'entrée de Saint-Joriot, qui sont d'ailleurs en train de s'assécher depuis ces dernières années, alors même si cette année il pleut beaucoup. Est-il vraiment pertinent d'aller perméabiliser des sols à cet endroit-là, sachant que si on regarde un peu le flux des cyclistes, il est certes très important à l'entrée d'Annecy, mais vers Saint-Joriot, il a tendance à s'estomper. Donc voilà, bien garder en tête que dédoubler la piste cyclable, c'est bien, néanmoins cela va passer par des zones naturelles. Enfin, et afin de respecter le timing de 10 minutes, les différents vétos de notre collectif. Donc le premier veto, c'est pas de report de la priorité faite à l'axe 1. Les habitants de la rive ouest, et là je vais enlever ma casquette collectif Saint-Joriot, mais plutôt rive ouest, souhaitent un transport en commun depuis de nombreuses années. Et un transport en commun performant. Nous ne souhaitons pas que notre axe 1 devienne l'axe 2 ou l'axe numéro 3. Deuxième veto, nous ne souhaitons pas de transport en commun sur la piste cyclable. La route départementale est bien plus adaptée pour un transport en commun puisqu'elle va desservir les écoles, collèges, mairies, commerces des habitants. De plus, la piste cyclable est un havre de paix aujourd'hui pour les habitants de la rive ouest du lac, mais aussi pour les touristes. Nous ne souhaitons pas avoir plus d'urbanisation à cet endroit-là et pas de transport en commun à cet endroit-là. Enfin, concernant les différents projets alternatifs dont les investissements et les coûts d'exploitation ne seraient pas maîtrisés, nous souhaitions rappeler qu'à la fin, c'est le contribuable qui va payer. Donc nous souhaitons éventuellement, si un projet alternatif existe, qu'il soit financièrement maîtrisé. Et enfin, nous rappelons que nous ne souhaitons pas de tunnel sous le Semnoz. Donc il a été abandonné, mais nous avons eu la mauvaise surprise de le voir sortir des cartons dernièrement dans les journaux locaux. Donc voilà, nous souhaitions réaffirmer que nous ne souhaitions pas de tunnel sous le Semnoz qui, selon nous, ne réglera absolument aucun des problèmes. Voilà concernant la présentation du collectif Action Environnement Saint-Joriot. Merci à la CNDP d'avoir bien voulu diffuser notre message. Merci aussi au Grand Annecy pour la qualité des échanges et pour tout le travail que vous avez effectué. À bientôt. Voilà, donc pour Action Environnement Saint-Joriot, j'ai entendu quelques réactions dans la salle quant à la durée. Ça a été vu avec les garants, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas là pour le forum debout. Ils ont fait une vidéo qui fait à peu près 9 minutes, donc ils ont un petit peu plus de temps du fait de leur absence et de l'impossibilité de contribuer après sur le cahier. Voilà pour le premier. Nous allons enchaîner avec Greenpeace. Donc je vais inviter à me rejoindre Ophélie Chevreau et Thierry Huyot, je pense, qui sont là au premier rang. Voilà. Bienvenue. Et vous allez avoir la tâche d'ouvrir
ces prises de parole en public ici. Vous avez tous les deux les micros là, le petit compteur des 5 minutes, et puis je vais passer votre diaporama. Donc n'hésitez pas à me dire lorsque vous souhaitez que je passe la slide. Et donc on y va sur la première présentation donc, de Greenpeace Annecy. Bonsoir à toutes et à tous, Thierry et Ophélie du groupe local de Greenpeace d'Annecy. Alors, passer la première. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord nous tenons à préciser que nous sommes bien entendu favorables à l'amélioration des transports en commun, qui sont indispensables pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite. Mais nous intervenons aujourd'hui pour mettre l'accent sur notre priorité, à savoir la santé des habitants. Alors, c'est une priorité d'un point de vue sanitaire. La pollution de l'air est très concentrée sur certains axes d'Annecy. Et c'est une priorité climatique également, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. Pour aller dans ce sens, nous proposons 2 alternatives. Premièrement, priorité au développement du vélo. Et en parallèle, prioriser l'axe 2, Sénaux-Pringy, plutôt que l'axe 1, comme préconisé par le Grand Annecy. Alors, commençons par le vélo. Comme vous pouvez le lire, outre le fait que le budget du TCSPI explose très largement celui du schéma directeur cyclable, 1 milliard contre 77 millions, pour une augmentation faible de la part modale des transports en commun, le vélo est en fait, pour nous, le seul moyen pouvant concurrencer la voiture en termes d'autonomie et de rapidité. Pour amplifier la dynamique du vélo, déjà engagée aujourd'hui, on peut généraliser le 30 km/h dans le cœur de l'agglomération. C'est immédiat, sans coût supplémentaire, et ça valorise le déplacement à vélo comme moyen de transport le plus rapide. Également, prioriser le schéma directeur cyclable face au TCSPI en s'inspirant des villes en pointe sur le vélo, comme Copenhague, 55% d'utilisation, ou bien plus proche de nous, comme Grenoble, dont 22% des déplacements se font à vélo, ce qui changerait complètement la donne. Avec un investissement relativement faible, on peut avoir un gros impact. Concrètement, encourager la pratique du vélo passe obligatoirement par la mise en sécurité des cyclistes. Sécurisation des pistes existantes, par exemple par rapport aux voitures stationnées et aux piétons, qu'il ne faut pas non plus oublier, et création de pistes cyclables en site propre, notamment dans le tunnel de la Puya. Vous l'aurez compris, le vélo, c'est la solution la plus rapide à mettre en place, à moindre coût, qui plus est avec un impact bénéfique sur la santé de ses adeptes, et par ricochet, celle de tous les riverains qui respireront ainsi un air moins pollué. Je vais laisser la parole à Ophélie pour la suite de notre présentation. Merci. Concernant le TCSPI, nous, on pense qu'il faudrait prioriser l'axe 2 plutôt que l'axe 1. Pourquoi ? Parce que l'axe 2, ce sera celui qui sera le plus utilisé, parce qu'il est orienté habitants et logements. Donc beaucoup d'entre nous s'éloignent du centre-ville d'Annecy, qui est pris d'assaut par les Airbnb pour pouvoir se loger, donc notamment Sénaux, Pringy, Argonay, tout ça. Et l'axe 2 va justement passer sur ces taxes, enfin sur ces villes-là. Pourquoi habitants et logements ? Aussi parce que sur cet axe-là, il y a le plus gros employeur du bassin annécien qui est l'hôpital. Et si on devait le comparer avec l'axe 1, donc bien évidemment derrière l'axe 1, il y a des besoins des habitants, mais il y a aussi un fort intérêt économique et touristique avec les rives du lac. Deuxième raison pour prioriser l'axe 2 par rapport à l'axe 1, c'est qu'aujourd'hui, il est plus facile à mettre en place. Dans le dossier, on parle notamment des parkings. Donc on voit là sur la carte que celui de Sénaux et celui de Pringy sont déjà existants, contrairement à ceux qui existent qui ne sont pas existants justement sur l'axe 1. Donc ce serait beaucoup plus facile à mettre en place. Et 2030, c'est demain. Donc pourquoi ne pas démarrer par un axe pour lequel on a déjà des ressources ? Et dernière raison, l'axe 2, c'est celui qui s'inscrit le mieux avec la logique des autres projets du Grand Annecy, dont notamment la ZFE. Oui,
La zone, du coup, une zone de faible émission, elle va permettre de réduire le trafic dans certaines zones de la ville, mais à côté de ça, elle va augmenter le trafic routier sur les itinéraires, comment c'était dit, itinéraires de transit qui étaient déjà définis. Et parmi eux, nous avons justement la route d'Aix-les-Bains, la Rocade et ensuite l'avenue de Genève. Donc on voit que ça colle à peu près avec l'axe 2, donc il sera d'autant plus utilisé et il va permettre de réduire la pollution sur ces axes pour tous les habitants qui logent à côté. Donc en fait, le succès de l'un va contribuer au succès de l'autre. On arrive au terme, du coup je vous laisse conclure sur la dernière slide, Ouais. c'est ça? Ouais. Allez, en 30 secondes. Et du coup, donc si on priorise le dynamique du vélo qui est déjà en place et qu'on démarre par en parallèle l'axe 2 plutôt que l'axe 1, on s'aligne aussi avec une autre ambition du Grand Annecy qui est la ville du quart d'heure, donc tous les déplacements pour vivre, travailler, s'éduquer, se nourrir, soit dans un rayon d'un quart d'heure à pied ou à vélo. Mais pour que ça se fasse dans une logique globale, il faut aussi revoir certains projets comme les parcs d'activités, donc notamment le parc d'activités des Glaisins, remettre le logement au cœur de la stratégie de ce parc d'activités pour en créer en fait une mini ville du quart d'heure. Et enfin sortir du surtourisme globalement qui nous pousse à habiter plus loin. Voilà. Presque 5 minutes. Eh ben, très bien, 5 minutes 40. Franchement, super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On peut les applaudir. Et donc, vous pourrez retrouver Ophélie Chevreau et Thierry Huyot sur la table tout à l'heure lors du forum Debout. Je vais inviter maintenant Olivier Labasse à me rejoindre. Venez, Olivier. Je vais vous laisser un micro avec là un collectif qui est le Grenelle. Je vous laisse vous mettre ici. Si vous voulez les passer, vous, comme vous voulez. Vous préférez, regardez. Vous avez juste appuyé ici. Je vous laisse la table là. Ah, vous l'avez là. Non, vous préférez, comme vous voulez. Vous préférez ici, vous avez moins de place. Mais allez, vous préférez là? Comme ça, je vois ces notes. Eh bien, très bien. Si vous arrivez à me lire, par contre, parce que c'est pas garanti, mais bon. Allez. Donc, le collectif, avec la particularité, vous allez être plusieurs à vous succéder pour le collectif, avec toujours 5 minutes. Vous appuyez sur celui-là, exactement. Et puis, vous avez le petit compteur pour le temps, pour pas trop dévier. Je compte sur vous. C'est mieux. Allez, on y va. Mesdames, Messieurs les élus, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les garants, Mesdames et Messieurs les habitants du bassin annécien, que de rebondissements depuis le début de nos réunions de concertation. Le premier, c'est l'obtention de cette réunion pour présenter les alternatives qui répondent aux enjeux. Le deuxième, in extremis, mais pas l'article de la mort, en ce qui concerne la concertation, c'en est la preuve, la possibilité pour nous de présenter un diaporama du Grenelle ensemble. Et la troisième, c'est que, à notre demande, depuis, je crois, lundi, hier, les études que nous demandions depuis 3 mois sont mises en partie sur le site du Grand Annecy, comme vous l'avez dit. Donc 3 rebondissements, 2 in extremis. Alors le Grenelle, c'est un collectif d'associations qui sont de compétences, de centres d'intérêt différents, mais qui ont le mérite d'être complémentaires et de s'intéresser exclusivement au transport et à la qualité de l'air du bassin annécien. Nous sommes les spécialistes des études d'ingénierie. Il y a 10 associations actives, 6 vont parler. Alors là, j'ai un truc, là, je ne sais pas ce que c'est, parce que bon. J'ai l'impression... Oui. Bon, évidemment, aujourd'hui, on nous a imposé un peu un format, donc on s'y est collé, mais ça ne colle pas bien, justement. Présenter les critères de décision pertinents. Oui, parce que pour prendre une décision, il faut avoir des critères pour apprécier différents scénarios. Des critères pertinents parce qu'ils sont basés que sur des études, pas sur des impressions, pas sur des choix politiques. Les choix politiques, c'est pour nos élus. Les enjeux, c'est faire le bon choix pour un projet qui nous engage
En fait, l'enjeu, c'est de mieux répondre aux besoins de mobilité des habitants du bassin annécien plus rapidement. On est très pressé. À moindre coût, on fait attention aux finances publiques, sans impact sur les paysages et l'environnement, la qualité de l'air. On en parlera. On a privilégié l'axe, enfin on me dit que je privilégie l'axe nord-sud, oui c'est peut-être vrai. Par contre, le troisième truc, là c'est du sabotage, hein. Alors je ne le passerai pas. Les critères de décision, c'est la réduction des embouteillages, tout le monde en a parlé. Elle se fait comment? Par report modal. Le report modal, c'est ce qui fait que des gens qui sont en voiture individuelle vont choisir un transport en commun. Il faut que ce transport soit extrêmement efficace et réponde à leurs besoins. Le report modal n'est pas le même pour passer de la voiture individuelle au tram ou au BHNS. Le report modal n'est pas le même pour passer d'un bus, que personne ne prend ou presque, ou très peu, à un BHNS ou à un tram. On verra que dans le tram, il est 3 fois supérieur. La réduction de la pollution et des gaz à effet de serre, ça marche avec. C'est très simple, s'il y a moins de voitures, automatiquement, il y a moins de pollution, de gaz à effet de serre, on en parlera. Ce n'est pas la complexité des travaux qui m'intéresse, sabotage là aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la possibilité d'insertion dans le site des différents modes. Et on va voir qu'il y en a un qui s'insère très bien sur l'axe, pas sur l'axe, sur la branche de la rive ouest, qui s'insère pas si mal aussi dans Annecy, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles, notamment dans des tunnels. Vous voyez ce que je veux dire? On s'intéressera au coût d'investissement. Et là, on a entendu beaucoup de choses fausses. On va voir comment. Les vrais coûts d'investissement, on va vous en parler. On s'intéressera à la protection des paysages et des populations de l'environnement. Oui, ça, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Et puis, on s'intéressera aussi au devenir. On est tourné vers l'avenir. On sait que le bassin annécien, la population grandit. Dans le SCOT, il y a quelques dizaines, il y a 20 000 logements en plus. On sait que les gens sont de plus en plus mobiles. Il y a la mobilité de Faverges, donc les extensions aux extrémités de ce BHNS. Alors, les critères qui étaient présentés, je peux presque retirer ces slides parce qu'ils étaient complètement surréalistes. Je vais vous dire, par exemple, qu'on a fait voter les élus en 2021 en leur disant que le coût du tram, c'était 26 millions, alors que c'est la moitié. On leur a dit que, par exemple, un tram posait un gros problème, c'est que son rayon de giration, vous voyez, c'est-à-dire son braquage, posait un problème à Duin. Alors qu'évidemment, tout le monde sait que le tram, il va arriver et il va repartir. Surtout s'il continue dans le tunnel, là-bas, la montagne des Buis, qui continue. On a dit que les nombres de voyageurs étaient le même. C'est une donnée de base. Un transport en commun en site propre intégral, il a le même nombre de voyageurs sur la rive ouest, quel que soit l'objet roulant. C'est complètement faux. On sait que le nombre de voyageurs avec le tram est beaucoup, beaucoup plus important qu'avec le BHNS. Il est pratiquement 3 fois plus important et 3 fois plus important en nombre de voyageurs kilomètres. C'est-à-dire, ce qui est plus important en ingénierie des transports, c'est le nombre de voyageurs multiplié par le nombre de kilomètres parcourus. Et c'est comme ça que vous faites des économies de gaz à effet de serre. J'arrête parce que je vais me faire engueuler. On est au bout des 5 Alors minutes. voilà, on est presque au bout, minute. mais je fais confiance à mes Les autres camarades. compléteront, bien sûr. Ils iront plus vite que moi. Complètement. Les scénarios. Le scénario, si vous voulez, il y avait 5 scénarios. Des études d'ingénierie, et puis un scénario rajouté, c'est le scénario que je vais qualifier. Il y a 5 d'ingénieurs et un scénario politique. C'est le F, il n'y a pas de trame. Les scénarios des études, celui qui a notre préférence, pour avoir toute étude et décortiquée, on le fait depuis 2015, sur toutes les études, eh bien, c'est celui qui privilégie un tram sur l'axe nord-sud. Duin-Pringy, pas les Glaisins, Pringy. C'est le plus efficace. Et là, maintenant, vous avez la preuve dans les études qui sont mises sur le site. Et sur le coup, il coûte 33 millions d'euros de moins que l'autre, celui qui a la préférence numéro 2. Je parlais de l'insertion dans les sites, je voulais simplement attirer l'attention de nos élus sur le fait qu'il y a un tunnel ferroviaire qui s'appelle le tunnel de la Puya, qui a été fait pour un tram ou un train. Pour faire passer un bus, ce n'est pas coton.
C'est pas coton parce que, d'abord, c'est même pas sûr qu'il puisse passer puisque le Grand Annecy a demandé l'autorisation de déposer un projet à un des deux organismes qui s'occupent de ça, c'est le CESNOR. CESNOR, c'est la sécurité des ouvrages routiers. C'est un organisme gouvernemental. L'autre, qui est le CETU, celui des tunnels, n'est pas gouvernemental, il n'a pas encore été contacté. Il n'y aura pas de galerie d'évacuation. Ou alors, le tunnel, au lieu de coûter 33 millions, coûtera 100 millions d'euros. Ça, ce n'est pas chiffré. Alors, par ailleurs, 40%, mis à part le tunnel à Puya, pour faire passer un bus au niveau de service en deux. Mes camarades, vous pouvez raccourcir après, non? Non, ça les embête. Donc, ça les embête. Alors, il ne passera pas, il sera sur 40% en alternat. Merci, j'ai fini, ça tombe bien, voilà. Alors, deuxième collectif du Grenelle, c'est les Amis de la Terre. Donc, Ghislaine Lombard et Bruno Dalouin, si vous êtes ici. Vous êtes... Oui. Vous êtes toute seule? Eh bien, très bien. Alors, venez. Mettez-vous ici, ce sera plus simple. Vous avez le petit chronomètre avec les 5 minutes. Et puis, est-ce que vous voulez que je passe moi les slides ou vous les passez? Vous me dites, vous me faites signe quand vous voulez. Tenez, je vous laisse le micro. Madame Lombard, allez-y. Les Amis de la Terre, et Monsieur Dalouin s'excuse, mais il a fait une grande partie du travail. Donc, Pardon. Les enjeux, c'est atténuer les conséquences considérables du réchauffement climatique dans la région. On est dans une région des Alpes. On sait que le réchauffement sera supérieur qu'ailleurs. Et c'est un problème. Le projet qui est présenté rentre dans la possibilité d'atténuer les gaz à effet de serre, donc d'atténuer les conséquences du réchauffement, mais c'est aussi un projet qui doit remplir tous ces engagements. Dans la deuxième, donc le climat, le constat, vous le connaissez. Je pense que maintenant, on peut plus personne n'est climato-sceptique. Donc, on a perdu un mois d'enneigement en 50 ans, et il ne faudra pas 50 ans pour en perdre encore un mois. Donc, je veux rappeler quand même que l'étude des variations climatiques, ce sont des études scientifiques extrêmement précises, que tous les chiffres qui vous sont donnés sont exacts, et que donc on est dans un phénomène qui est irréversible, qui est en train de s'accélérer, et dont il va falloir prendre vraiment conscience pour que tous les projets en tiennent compte véritablement. D'autant plus que donc dans ce projet, le secteur des transports est de très loin le plus émetteur de GES dans le Grand Annecy. On peut dire aussi en Haute-Savoie, où le tout-voiture a été très longtemps la voie privilégiée pour le déplacement. Donc on a 50% des émissions. Donc je veux insister sur le point que depuis longtemps, on envoie des GES, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et on continue d'en envoyer puisqu'il y a encore de très nombreux projets routiers qui sont programmés dans le secteur. Donc, est-ce qu'on entend les scientifiques du GIEC qui réclament, qui s'alarment? Il y a des alarmes régulières qui demandent que les politiques d'atténuation, telles que justement celle de TCSPI, soient beaucoup plus efficaces, et qui parlent de développement résilient, c'est-à-dire qu'il faut maintenant prendre les mesures les plus efficaces et non pas attendre. Donc, par exemple, on met un BHNS maintenant, et puis plus tard, on mettra un tram. Ce n'est pas du tout le message des scientifiques du GIEC. L'impact climatique du projet, on n'a pas trop de données sur les impacts selon les différents modes de transport, c'est-à-dire soit le tram, soit le BHNS. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Et avec le projet, donc, la part modale de la voiture passerait de 65% à 62,5%, soit une baisse de 4%. Donc, on est à peu près à 1 milliard d'argent, et on a une baisse de 4% du trafic. Donc, il va encore en rester, et baisse de 4%
seulement des émissions de GES. On nous précise qu'il y aura des mesures complémentaires qui vont arranger tout ça, restructuration du réseau, schéma directeur cyclable, etc. Pourtant, les objectifs climatiques du Grand Annecy, eh bien, ça suit le pacte pour le climat, ça suit même la stratégie nationale pour le bas carbone, même de façon plus importante. Donc, on souhaite, d'ici 2030, une baisse de 45% des émissions de GES. Donc, on est quand même un petit peu surpris de cet écart entre les 4% du projet et les 45% qui sont promis dans les engagements du Grand Annecy. D'autant plus qu'il y a toujours les projets routiers de l'ancienne convention qui continuent de se faire. Il y aura bientôt la RD 3508 Sud à 4 voies qui va bien sûr continuer à faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre par un effet de trafic induit. On avait demandé l'étude d'impact sur ce trafic induit que l'on n'a jamais eu. Donc, tramway et BHNS, c'est quand même pas la même chose au niveau de leur impact. L'étude TTK de 2021, donc quand même relativement récente, montre que le report modal et donc la baisse d'émissions des GES serait 3 fois supérieure avec un tram qu'avec un BHNS, à voir selon les différentes branches. Donc, on est bien loin avec le BHNS, puisqu'il y a déjà, dans le projet, on parle de TCSPI, mais il y a déjà du BHNS qui est programmé. On est bien loin des objectifs climatiques du Grand Annecy. On est bien loin des transformations sans précédent qui sont réclamées par les scientifiques du GIEC. Donc on a l'impression qu'on a un projet limité qui ne se projette pas à l'horizon 2040-2050, parce que là, on parle de 2030, mais 2040-2050, il faut quand même avoir bien conscience que ça sera quand même une autre histoire au niveau du réchauffement. Merci. Donc, juste une phrase. Rapide pour finir. Rapidement. Donc, à ce niveau-là d'investissement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est un fort investissement, c'est un projet phare pour l'atténuation des gaz à effet de serre, on se demande comment on peut ne pas respecter les études techniques et comment on peut ne pas respecter les engagements climatiques. Merci beaucoup, Ghislaine Lombard. Pour les Amis de la Terre, que vous retrouverez tout à l'heure pour discuter. Ensuite, on va inviter maintenant France Nature Environnement avec Jean-Pierre Crouzat qui va nous rejoindre pour le même exercice. Vous avez le micro jaune, je passe les diapos, et puis vous avez le petit compteur ici avec les 5 minutes de manière à ce qu'on respecte bien le timing. Oui. Je vous laisse la parole. Voilà, bonsoir. Donc, je vous parle en tant qu'administrateur de France Nature Environnement, qui est ex-FRAPNA, fondé il y a 50 ans en Haute-Savoie. Nous fédérons 50 associations en Haute-Savoie qui représentent environ 30 000 adhérents directs et indirects. Donc, parmi d'autres sujets comme le climat, la pollution, la ressource en eau ou encore la biodiversité, nous travaillons depuis des années sur les problématiques d'aménagement du territoire et de mobilité. Notre message principal aux élus ce soir, c'est que lorsque l'on projette d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans un système de transport collectif, alors il s'agit de viser une réelle réduction du trafic automobile pour que cet argent public, notre argent, soit bien employé. Nous craignons malheureusement que ça ne soit pas le cas avec le projet actuel. Je m'en explique. D'autres collectivités ont fait des choix concernant leur réseau de transport collectif à partir de réseaux de bus classiques, comme le Grand Annecy, et généralement des bus coincés dans le trafic. Eh bien, ces villes, ces collectivités ont mis en place soit des bus à haut niveau de service, soit des lignes de tramway. Et vous voyez sur le tableau qui s'affiche à l'écran le retour d'expérience 2 à 3 ans après la mise en service des collectivités comme Tours, Le Mans, Strasbourg et Montpellier avec des lignes de tram, Metz, le Val-de-Marne, Nantes, qui ont mis en place des réseaux de BHNS. Et avec un cas particulier qui concerne la métropole de Grenoble avec la ligne
Grenoble-Mélan, pour laquelle le bureau d'études Aegis, qui est le même bureau d'études qui est en train de travailler, d'accompagner le Grand Annecy sur le projet dont il est question ce soir, a fait une simulation de mise en service de BHNS et de tram. Et vous voyez les niveaux respectifs de fréquentation par jour pour ces villes. Diapo. Si l'on ramène à 1 le trafic des bus initiaux pour chacune de ces villes, de manière à pouvoir comparer ville à ville ou collectivité à collectivité, vous voyez que l'expérience 2 à 3 ans après la mise en service est que les BHNS ont fait augmenter la fréquentation d'un facteur de 1,6, et ce sont des chiffres réels, et les trams d'un facteur moyen de 3,1. Donc, d'un rapport environ de 2 entre la mise en place de BHNS et de tram pour ce qui concerne la fréquentation quotidienne. Diapo. Donc, si nous appliquons ces mêmes facteurs aux différentes branches du projet du Grand Annecy, vous voyez sur le tableau qui s'affiche en haut à gauche de la diapo, en bleu, ce sont les chiffres de fréquentation qui sont fournis par le Grand Annecy dans le dossier de concertation que vous avez eu, page 13. Et puis, lorsque l'on applique les facteurs que nous avons vus précédemment, eh bien, la fréquentation actuelle pour toutes les branches est d'environ 32 000 voyageurs par jour. 50 000, c'est ce qui est projeté dans le dossier que nous avons avec le projet BHNS. Et en appliquant le facteur de 3,1, représentatif de ce qu'ont fait d'autres villes, d'autres collectivités, eh bien, ce sont 100 000 voyageurs par jour qui seraient transportés. Donc, pour 500 à 700 millions d'euros, des BHNS, et le vice-président Sardal disait déjà en 2021, ne feront qu'absorber les 2000 habitants de plus qui arrivent chaque année sur le Grand Annecy, avec leur voiture, bien entendu, donc, le projet ne réussira qu'à éponger le surcroît de trafic lié à la croissance démographique. Alors qu'avec des lignes de tram, pour un coût par voyageur qui ne serait pas plus élevé, parce que certes, ça coûte un peu plus cher, mais comme on a plus de voyageurs, ramener aux voyageurs, le coût est moindre, étalé sur la durée, il y aurait un saut qualitatif du fait de l'attractivité du moyen de transport tram par rapport au bus, et il y aurait un saut quantitatif par le fait que le report modal de la voiture vers le transport collectif serait bien supérieur. Et dernière diapo. Voilà, c'est de penser hors du cadre, c'est-à-dire qu'actuellement, le projet qui nous est présenté s'arrête aux limites administratives du Grand Annecy. Les documents d'urbanisme qui s'appliquent sur notre bassin, c'est notamment le schéma de cohérence territoriale qui est actuellement en cours de révision, mais ça ne changera pas la donne à ce niveau-là. Eh bien, il est prévu, il est stipulé dans le SCOT, on appelle ça le SCOT, que des lignes de transport collectif en site propre à haute performance soient mis en place pour relier les pôles appelés de rang B. Et Faverges, par exemple, sur cette diapo, est un pôle de rang B. Donc, nous exhortons les élus du Grand Annecy à se rapprocher, comme il a été dit précédemment par un de nos collègues, des élus des sources du lac et de la région pour penser un projet qui desserve le bassin de vie et qu'ils pensent à 20 ans, 30 ans, plutôt que de rester de manière un peu étriquée dans le cadre actuel. Merci à vous. Beaucoup pour cette présentation et le respect du temps. Merci, M. Crouza. Pour France Nature Environnement, je vais inviter Edmond Lucas à me rejoindre pour la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et donc, en vous rappelant que vous retrouverez chaque association, chaque orateur, après, dans la partie forum debout pour discuter et contribuer. Je vous laisse vous mettre ici. Vous me dites quand vous voulez que je passe les slides. Oui, et puis, vous avez le petit compteur ici. Je vous invite à regarder de temps en temps pour qu'on puisse respecter le timing. Et je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais simplement résumer la première diapo
en rappelant que pour chaque axe, il est nécessaire de définir le type de véhicule le plus pertinent en rapport investissement sur qualité de service, c'est-à-dire les déplacements et l'environnement. Oui, la deuxième. Alors voici, je rappelle là, les données du Grand Annecy pour l'axe 1, les Glaisins-Douin. Il y a une évaluation qui a été faite pour le BHNS, mais sans aucune comparaison avec le tram. Alors, premier paramètre, la fréquentation. Elle serait de 15 à 17 000 voyageurs par jour. Le trafic en voyageurs kilomètres n'a pas été communiqué. La réduction des gaz à effet de serre, qui est proportionnelle évidemment au trafic, c'est-à-dire aux voyageurs et aux kilomètres, pas déterminé non plus. L'investissement serait de 250 à 280 millions d'euros. Et le rapport fondamental, qui est l'investissement par voyageur kilomètre, ça paraît évident, eh bien, ne peut être déterminé puisqu'on ignore le trafic. Voilà, suivante. Alors, nous préconisons plutôt une étude de l'axe nord-sud, Pringy-Douin, sur les 5 critères fondamentaux et sur la comparaison BHNS-tram. Et nous voyons donc que dans ces conditions, la fréquentation avec le tram serait 75% supérieure à celle du BHNS. Le trafic et la réduction des gaz à effet de serre, qui est proportionnelle au trafic, bien sûr, serait triple par rapport au bus, au BHNS. L'investissement serait malheureusement 55% supérieur avec le tram par rapport au BHNS. Mais, ce qui est le plus important, l'investissement par voyageur kilomètre serait 2 fois plus faible avec le tram par rapport au BHNS. Voilà, suivant. Conclusion, nous demandons au Grand Annecy de compléter son évaluation de l'axe 1 par la comparaison totale, c'est-à-dire BHNS et tram, et sur les 5 critères principaux, dont l'investissement par voyageur kilomètre qui est donc fondamental, pour permettre la comparaison avec l'évaluation complète présentée par l'axe Nord-Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il vous restait même 2 minutes, ce qui fait que vous rattrapez le temps dépassé par Olivier Labasse tout à l'heure. Parfait. On va passer maintenant au tram des Deux-Savoie avec Daniel Deraille. Je vous laisse, bonsoir, je vous laisse vous installer, vous avez le micro, le petit minuteur ici que je vais remettre à 0 avec les 5 minutes pour respecter le timing. Et puis, je passe moi les slides, vous me dites? Oui. Eh bien, allez, je vous laisse la parole, allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, j'ai juste préparé un papier pour rien oublier et rester concise. Alors, comme cela a été démontré par les précédents exposés du Grenelle, et conformément aux conclusions de la précédente concertation Lola en 2018, qui avait conclu un plébiscite du tram en rive ouest, celui-ci apparaît comme une option nettement préférable au BHNS sur le seul tronçon Annecy-Douin. Mais au surplus, la vie ne s'arrête pas à Douin et la circulation non plus. Ainsi, il est illusoire de prétendre réduire les embouteillages et la pollution le long du lac sans tenir compte des territoires voisins. Pour prétendre à une réduction conséquente de la circulation le long du lac, il convient en effet de tenir compte de la provenance des flux de véhicules. À défaut, un transport en commun, aussi efficace soit-il, sur une seule partie de la trajectoire, ne serait qu'un emplâtre sur une jambe de bois. En effet, nombreux sont les lycéens, étudiants et travailleurs qui se rendent chaque jour à Annecy depuis Faverges, voire même depuis Ugine ou Albertville, sans compter les déplacements en sens inverse, de plus en plus nombreux également. Car tout n'est pas centré sur Annecy. Faverges comme Ugine ont des entreprises avec un nombre d'employés conséquent, quelques 1800 sur la seule entreprise Stobli à Faverges et quelques 1600 pour Ugitech et Framatome à Ugine. Tout cela génère des déplacements nombreux avec des chassés-croisés, sans oublier les touristes ainsi que tous ceux qui pourraient utiliser un transport en commun performant pour rejoindre la plage ou les stations de ski via Albertville.
Ainsi, un projet de BHNS sur le seul tronçon Annecy-Duin apparaît dérisoire face à l'enjeu de la réduction des gaz à effet de serre sur la cluse du lac, qui est considérablement polluée. Contrairement à ce qui a été affirmé lors des réunions publiques, seul un transport en commun sans rupture de charge serait suffisamment attractif pour convaincre les usagers d'abandonner leur véhicule. Dans un sens comme dans l'autre, les habitants ne prendront pas leur voiture pour la déposer au parking et se contraindre à attendre un bus qui les déposera à mi-parcours pour attendre encore un autre bus. Diapo. Sur ce territoire très contraint géographiquement, où tous les usagers empruntent nécessairement la route départementale, y compris ceux qui proviennent des villages plus éloignés en amont de cette voie, il apparaît nécessaire de considérer le problème dans son ensemble pour une liaison sans rupture entre les différents bassins de vie. Cependant, chacun de ces territoires a un fonctionnement propre. Ainsi, les communautés d'agglomération, le Grand Annecy et Erlisère, de part et d'autre de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, la CESLA, ont la compétence mobilité, ce qui signifie qu'il leur appartient de gérer elles-mêmes la question des transports. La CESLA, quant à elle, n'a pas choisi cette compétence et dépend de la région AURA, Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle a donc un rôle prépondérant à jouer. Monsieur Aguilera, vice-président en mobilité de la région AURA, a accepté à la demande de monsieur Brugnon, lui-même vice-président aux mobilités Arlisère, de créer un groupe de pilotage afin de mettre à l'étude une possibilité de liaison Annecy-Albertville. Il convient donc, avant tout, de ne pas compromettre cette possibilité de se doter enfin d'une vraie solution au problème dans sa globalité. C'est le seul moyen d'espérer un véritable report modal. Or, si le tram apparaît d'ores et déjà préférable à un BHNS sur la portion Annecy-Duin, il l'est encore bien davantage si on tient compte d'une donnée nouvelle par rapport à la précédente concertation Lola. La communauté de communes Arlisère, soucieuse de la pollution que représenterait le fret de l'entreprise Ugitech si on devait envisager un déplacement sur la route, a réussi à obtenir la réhabilitation de la voie ferrée Ugine-Albertville, avec la volonté affirmée de pouvoir l'ouvrir aux voyageurs en la prolongeant en direction d'Annecy. Un projet ambitieux, mais un projet d'avenir, avec un tram rapide, confortable, silencieux, décarboné et donc sans rupture de charge. A l'inverse, le projet BHNS du Grand Annecy n'offre aucune possibilité de prolongation au-delà de Duin face à l'impossible insertion d'une voie supplémentaire pour un bus en site propre et pas davantage au-delà de Duin. Là, vous avez Duin. Après, voilà, au-delà de Duin, c'est Bredane. Des travaux d'envergure entrepris par le Grand Annecy pour un hypothétique BHNS limité à Duin ruineraient définitivement tout effort en faveur d'une solution plus vertueuse. Non, on ne reviendra pas sur de tels travaux, si coûteux, du moins pas avant plusieurs décennies, et après avoir saccagé plusieurs portions des rives du lac avec une 4 voies. Nous ne pouvons pas laisser Grand Annecy hypothéquer l'avenir. Nous avons une pétition, j'ai fini, c'est le sens de la pétition de nos associations communes ont lancé, travailler ensemble à un projet de territoire pour relier nos bassins de vie. Nous avons une possibilité unique de faire un grand pas dans la transition écologique. Ne laissons pas passer cette chance. Les générations futures seraient en droit de nous le reprocher. Merci beaucoup. Merci, Madame de Raille. Voilà donc pour les 5 interventions du Grenelle de l'environnement. Je vais inviter maintenant Bruno Dabar à me rejoindre, représentant de l'association Rive Ouest Environnement. Bonjour. Je vous laisse le... Est-ce que vous voulez que je passe les slides ou vous voulez passer? Vous me faites signe. Vous avez le petit compteur ici. Oui. Voilà, pour les 5 minutes. Je vais essayer de le respecter car je m'aperçois que le sujet de ce soir, c'est surtout la rive ouest. Et nous avons eu quand même pas mal de présentations sur ce sujet. Effectivement, nous, Rive Ouest Environnement du lac d'Annecy, nous sommes ici l'association locale d'usagers. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous faisons confiance à ceux qui travaillent sur la copie. C'est pourquoi nous soutenons le principe d'un transport collectif en site propre sur la RD.
initié dans le cadre du projet Lola, ayant fait l'objet d'une consultation publique en 2018, et tel que présenté aujourd'hui dans le dossier de concertation préalable, qui n'est pas complet, qui n'est pas parfait, mais qui est déjà un sacré boulot, et on peut les remercier. À savoir, si je reviens sur le sujet, à savoir depuis la gare, aujourd'hui jusqu'à Deun, évidemment, en passant par le tunnel de la Puya, répondant ainsi aux contraintes de la topographie et du développement urbain de la rive ouest. Dans les avantages du dit projet, alors là, je pense qu'on est allé un peu vite, non? Voilà. Non, c'est celle d'après. Bon, alors, c'est pas de... Voilà. Notons que pour ce projet, plusieurs points forts qui me semblent importants, qui nous semblent importants, nous, usagers. C'est qu'effectivement, pour la première fois, nous avons un projet global sur l'ensemble du réseau avec un moyen de transport en site propre intégral. La priorité donnée sur l'axe Gare d'Annecy-Duin nous paraît importante car c'est l'axe le plus congestionné de l'agglo. Avec pour objectif la requalification urbaine de cette voie, avec l'espoir partagé par vous tous d'une baisse sensible du trafic routier et d'une vitesse apaisée. La diminution également des gaz à effet de serre. Mais nous ne sommes pas compétents, pas plus que pour la plupart d'entre vous, pour savoir si demain ça sera un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Je pense qu'on est toujours dans des études préliminaires. Le trambus, pour nous, est la solution flexible et attractive, simple ou articulée, aux capacités variables, selon les besoins. Facile d'accès pour tous, accessible au vélo à toute heure et toute l'année. Le trambus, le moyen de transport le plus adapté à la topographie des lieux et du fait de la faible densité du bâti actuel et projeté dans le futur. Sa régulation par géolocalisation permettrait le passage alterné et régulé des bus 15 et des cars Y51 en site propre intégral sur la RD. Mais tout ceci ne peut se faire. Les contraintes maintenant, alors je ne sais pas dans quel ordre c'est, là on est déjà au résumé. Hop, voilà. Ce projet bénéficiera de l'élargissement de la voie verte Sevrier-Beauregard à Doussard, rendu nécessaire face à l'évolution constante de la pratique du vélo et des mobilités douces. Devant répondre aussi à l'obligation de la loi d'orientation des mobilités par le report sur cet axe de la voie vélo à créer à proximité d'un TCSPI sans remise en cause du schéma directeur cyclable. Tout ceci dans le respect des règles en vigueur en réponse au PADD, au PLUI ou HMB. Ce projet devrait, à sa juste mesure, et on est bien tous d'accord qu'on est au milieu du gué, devrait contribuer à décongestionner le réseau routier, qui aujourd'hui est estimé entre 15 et 28 000, vous voyez quand même la fourchette, ça mériterait des études plus approfondies, permettre de regagner du temps et de la productivité, comme ça a été demandé tout à l'heure. Tout ceci compte tenu de la forte attractivité touristique de notre région, la croissance régulière de la population, la dynamique du bassin d'emploi, bien au-delà du périmètre de l'agglo, d'où la forte augmentation des déplacements pendulaires. Mais des points vigilants sont à mettre en avant. La communication adéquate auprès des habitants durant la prochaine campagne de concertation, car aujourd'hui nous sommes toujours dans la concertation préalable. Argumenter sur la performance du projet sur la RD, en ce qui nous concerne, pour l'axe 1, en préservant la voie verte, vous l'avez compris. Il faudra aussi appuyer les bénéfices d'un tel projet face aux enjeux économiques et environnementaux,
Car on voit déjà aujourd'hui que certaines entreprises ont tendance à vouloir quitter notre territoire au profit d'autres secteurs de l'agglo. Il vous reste un peu moins d'une minute pour terminer. Répondre aux objectifs sans report du projet, ni prise en otage des résidents, car aujourd'hui c'est quand même le cas, et ce depuis une cinquantaine d'années. Rappelez aussi que le réseau haute mobilité pourra s'étendre au-delà du périmètre de compétences du Grand Annecy, si besoin, et selon le SCOT en cours effectivement de révision. Le report modal et la capacité d'emport, c'est bien sûr la création dans des délais courts, des PEM et des PER, et aussi, si possible, la mise en service sans attente de couloirs de bus dans les parties les plus faciles. Limitez les reports du calendrier, s'il vous plaît, car après la déclaration d'utilité publique des travaux, on sait très bien qu'il y aura des recours des tiers qui risquent d'être laborieux au vu des arguments contradictoires, notamment développés par le Grenelle des transports. S'il vous plaît, vous me laissez finir, car les autres ont bien parlé. Nous, on milite. Je respecte le temps. Je résume. Je vous laisse 30 secondes pour résumer. Alors, je résume. Nous militons, bien sûr, pour la priorisation de cet axe. Et nous soutenons le projet de requalification de la ligne 15, sans remise en cause de sa desserte sur la RD, sans emprise sur la voie verte, dédiée aux mobilités douces, dans le respect des objectifs fixés par le SILA et validés par le Conseil communautaire. Préserver cette zone protégée de toute adjonction d'une ligne de TC, soutenue par des opposants extérieurs au périmètre concerné. Dans le respect du calendrier préétabli à ce stade des études préliminaires, en partenariat avec les acteurs économiques du bassin annécien, afin d'affiner les scénarios pour atteindre en 2030 des objectifs du plan de mobilité. Merci beaucoup, Bruno Dabar, pour RiveWest Environnement. Je vais inviter maintenant Paul Gourlet à me rejoindre pour les shifters. Il reste donc la présentation de M. Gourlet, et puis ensuite Yuri Dervin pour la RDSL, et on en aura terminé avec cette séquence-là avant de passer aux discussions. Bonjour. Je vous laisse le micro. Est-ce que vous passez les slides ou je les passe? Vous me faites signe, et vous avez le petit chronomètre là. Je vous invite à bien regarder, vu le nombre de slides que vous avez. Allez-y. Bonjour à tous. D'abord un mot de présentation des Shifters. Il s'agit d'une association d'intérêt général créée en 2014 qui rassemble des bénévoles engagés dans la transition bas carbone. Aujourd'hui, les Shifters fédèrent plus de 25 000 personnes réparties dans plus de 75 groupes locaux, dont celui d'Annecy qui compte une centaine de membres. Donc les Shifters travaillent avec le Shift Project, dont vous avez peut-être entendu parler, qui éclaire les décideurs politiques et économiques sur les causes et les conséquences du changement climatique. Shifters et Shift Project partagent une approche scientifique, pragmatique et indépendante de tout parti politique. Donc voici un résumé express des principales attentes que les Shifters ont exprimées dans ce processus de concertation. Tout d'abord, partager une vision à la hauteur de l'enjeu. Ce projet va définir pour longtemps les conditions de vie sur notre territoire. Compte tenu de l'ampleur des sacrifices que les citoyens du Grand Annecy vont devoir consentir, on ne risque pas d'y revenir de sitôt. Endettement très lourd de la collectivité, donc des impôts, mais aussi les nuisances multiples liées au chantier. Il faut donc impérativement partir sur une vision partagée de ce que souhaitent les citoyens du territoire. À ce sujet, tout d'abord, nous pensons que le dossier de concertation qui nous a été soumis n'est pas assez explicite sur les raisons d'être de ce projet. On y trouve toutes les bonnes intentions qu'on peut imaginer, mais les seuls objectifs chiffrés consistent à faire baisser la part modale de la voiture de 65 à 62,5% et à augmenter celle des transports en commun de 6,5 à 8%. Nous demandons aux élus d'affirmer clairement un objectif beaucoup plus ambitieux en termes de report modal afin de se donner une chance d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour notre département
où la mobilité automobile représente environ 50% des émissions. Donc en baissant de 4%, on n'ira pas loin. Notre seconde préoccupation en matière de vision, c'est la cohérence territoriale. Même si on peut comprendre que la réalisation du projet commence dans le périmètre de l'agglomération qui en est à l'initiative, il nous semble que les investissements lourds sur la mobilité ne peuvent être envisagés qu'à l'échelle du bassin. Le trafic pendulaire avec les collectivités voisines est déjà problématique et les choix d'urbanisation qui seront inscrits dans le PLUI ne feront que les amplifier. Ensuite, il faudrait partager les données nécessaires, alors il paraît qu'on vient de le faire, on va les découvrir avec passion, les données nécessaires pour une évaluation rationnelle du projet proposé. Jusqu'à vendredi, le seul chiffre fourni dans le dossier, en dehors des indications qualitatives qui étaient dans les cartes, c'est entre 15 et 22 000 véhicules par jour identifiés en moyenne sur la RD 1508 en rive ouest en 2022. Cette information ne suffit pas pour valider les tracés, les capacités d'emport et, de manière générale, l'adéquation du projet par rapport aux objectifs. Après, il faudra préciser les scénarios. Un premier aspect qui n'est pas abordé dans le dossier, c'est l'incidence sur la fiscalité locale. Le dossier parle des entreprises, mais quid des taxes foncières? La récente hausse de 14% suffira-t-elle? Comme les coûts de fonctionnement ne sont pas non plus évoqués, doit-on redouter une mauvaise surprise à affiner? Ensuite, les tracés envisagés soulèvent plusieurs questions. Nous n'avons pas le temps de les évoquer en détail, mais disons simplement que la combinaison des branches en axe n'est pas justifiée par des analyses de trafic avec origine et destination. Les tracés vers le nord-ouest semblent encore très incertains. Et Pagny serait desservi par 2 axes. La voie TCSPI sur la RD 3508 qui a été mise en avant par le département n'est pas intégrée dans le projet. Les détours qui sont proposés risquent de nuire au report modal des pendulaires des collectivités voisines. Et enfin, pour la branche sud de l'axe 1, la rive ouest du lac, la capacité d'emport semble incohérente avec le trafic envisagé. C'est l'objection la plus grave. Avec 5 bus par heure dans chaque sens, 12 minutes, ça fait 5 par heure, et 120 personnes par bus, on arrive à 600 personnes à l'heure. Je ne comprends pas comment on fait 7000 personnes par jour. Et alors, sur cet axe, il y a aussi des questions à poser sur le terminus à l'église de Douin qui risque de ne pas fonctionner et des risques de perturbation qui ne semblent pas avoir été pris en compte dans la promesse du haut niveau de service. Les 12 minutes, compte tenu du tunnel et des portions en voie unique, ça risque d'être fréquemment perturbé. Et dernier aspect, pour dire les choses clairement, nous ne comprenons pas ce qui justifie la priorité annoncée sur l'axe 1, et en particulier sur la branche sud. Sur les 5 branches proposées, il s'agit de la plus coûteuse, de la plus faible fréquentation, des plus faibles bénéfices en termes de réduction du trafic automobile, de la plus compliquée à réaliser, des plus fortes nuisances de chantier, d'un scénario avec de vraies incertitudes et qui est vivement controversé. Tout cela alors que les congestions sont déjà au moins aussi pénalisantes sur les autres axes et que c'est sur les autres axes qu'elles vont s'aggraver le plus sévèrement dans les prochaines années. Il reste 1 minute pour la dernière, j'imagine. Oui, absolument. On est pile. Donc nous pensons qu'il n'est pas souhaitable de se lancer, il n'est pas souhaitable de se lancer dans la précipitation avec le projet tel qu'il est proposé dans le dossier de concertation. Il faut d'abord apporter de vraies réponses aux questions soulevées ici. En revanche, beaucoup de choses peuvent être entreprises sans attendre et sans engager des investissements pharaoniques. Il faut bien sûr poursuivre les politiques déjà engagées en faveur des mobilités douces. Pour développer le covoiturage, on pourrait mettre en place des infrastructures légères, des zones d'arrêt, des affichages de destination, des abris. On pourrait mettre en place une plateforme digitale pour sécuriser les conducteurs et les passagers tout en préservant la souplesse. Et aussi, on pourrait déployer une communication positive et incitative. Et il faudrait aussi innover pour améliorer l'offre de bus existante, augmenter la fréquence des bus en heure de pointe, coordonner les bus Cibra région et aussi coordonner avec la SNCF pour faciliter les connexions modales et introduire progressivement des bus électriques sur batterie. Et enfin, pour encourager le report, il faudrait envisager en plus
des parkings relais aux endroits stratégiques, des tronçons de voies prioritaires là où c'est possible sur la voirie existante, sans investissement énorme, en voie centrale unique, avec inversion de sens matin et soir, et en donnant une priorité à la réinsertion dans le trafic avec des feux intelligents et éventuellement avec un contrôle automatisé du covoiturage. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Paul Gourlet pour les shifters. Et nous allons, et c'est le micro qui sera utile pour la dernière présentation. Et donc j'appelle Yuri Dervin de l'association Rail Dauphiné-Savoie-Léman, la RDSL. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous voulez la zapette ou est-ce que vous me faites signe? Ouais, vous me faites signe, pareil. Parfait. Et vous avez le petit compteur ici. Et je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Et déjà, je souhaiterais juste remercier donc, le Grand Annecy pour l'organisation de cette soirée et pour avoir permis que je passe à la fin. C'est un petit peu complexe au niveau du travail. On va revenir rapidement sur la rive ouest, mais rassurez-vous, on en a déjà beaucoup parlé cette soirée, donc ce sera bref et on va se focaliser un peu plus sur tout le reste. Uniquement pour dire que la RDSL, vous le savez, soutient un tram-train d'Annecy à Albertville. Pour une simple et bonne raison, on cherche à parler de bassin de mobilité complet. Excusez-moi, j'avais le micro un peu loin. Bassin de mobilité complet, c'est-à-dire de centre à centre et de pôle à pôle. On sait très bien que les flux du Grand Annecy ne s'arrête pas à Douin, d'ailleurs, il ne s'arrête pas non plus à Épagny et il ne s'arrête pas à Pringy. On va voir après les propositions d'axes qui sont formulées par la RDSL. Le tram-train, l'avantage sur un BHNS, c'est que c'est un système qui est moins large, donc plus facile à insérer sur la rive ouest. Ça nécessitera donc aucune expropriation, contrairement au projet de BHNS, et également des travaux moins longs, puisque ce sera plus facile à insérer sur la rive ouest. Alors pour l'insertion sur la rive ouest, c'est possible au bord de la piste cyclable où l'emprise est disponible, même avec l'élargissement de la voie verte, et également sur la 1508. Ça réside d'un choix politique à faire. Le choix politique le plus simple, c'est au bord de la 1508, enfin le choix technique le plus simple, le choix politique reviendra aux élus. Nous soutenons le projet qui est le plus efficace d'un point de vue des reports modaux et le moins cher et le plus rapide à mettre en œuvre. On va regarder maintenant les axes que soutient la RDSL. Donc vous l'avez compris, pourquoi est-ce que nous considérons que le tramway est moins cher sur la 1508? C'est parce qu'il consomme beaucoup moins d'emprise foncière que le BHNS, alors que le BHNS, a priori, on pourrait le considérer comme moins cher. Sauf que ce qui coûte cher dans notre département, c'est bien l'emprise foncière et l'expropriation des habitants. Les axes qui sont proposés par la RDSL sont ceux que vous voyez affichés à l'écran. Pourquoi est-ce que nous, on réfléchit plutôt sur ces axes-là et qu'on souhaiterait que le Grand Annecy analyse dans ses analyses plutôt qu'imposer certains axes sans avoir étudié la pertinence technique de ces axes? On souhaite que ces pertinences de ces axes-ci soient étudiées. Pringy, la Balme de Sillingy, et non pas s'arrêter à Épagny. Pourquoi relier Pringy à la Balme de Sillingy? Les axes Pringy et RD 3508 jusqu'à la Balme de Sillingy et surtout pas jusqu'à Épagny sont les axes les plus fréquentés par les voitures au niveau des comptages des chiffres du département en 2022. Par conséquent, le tramway ayant une meilleure capacité d'apport que le bus à haut niveau de service, nous considérons qu'il est beaucoup plus pertinent d'envisager le transport le plus efficace et le plus capacitaire là où les axes sont les plus importants. Là où les transits en voiture sont les plus importants, c'est-à-dire donc entre Pringy et la Balme de Sillingy. À propos sur l'axe de Épagny, nous souhaitons le prolongement au niveau de la Balme de Sillingy via la 3508 et non pas via la zone industrielle et commerciale du Grand Épagny, avec tous les détours qui feraient perdre du temps au TCSP. Au niveau de l'axe Sénot-Glaisin, la RDSL préconise plutôt un bus à haut niveau de service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe déjà un site propre sur l'avenue Costa de Beauregard qui est emprunté par la ligne Rythmo 2 et que les pentes sont plus faciles à gravir avec un bus à haut niveau de service pour aller au Glaisin. Donc le terminus au Glaisin et le terminus à Sénot nous paraissent pertinents avec des parkings relais en lien avec la communauté de communes des Vallées de Thône et avec les pays de l'Albanais. Par contre, le BHNS semblerait suffire au vu des flux attendus. Au niveau de l'axe
que nous présentons en vert ici, l'axe 1. Donc c'est un axe que nous proposons sur Annecy-Albertville pour aller vraiment chercher la mobilité là où elle est et pas forcer l'utilisateur à une rupture de charge qui serait contre-indicative et qui permettrait que l'utilisateur ne prenne pas le transport en commun, quel qu'il soit, même si c'est un tramway. L'utilisateur, pour nous, ne le prendra pas suffisamment ou pas si on s'arrête à Douai. Pour nous, il faut aller au-delà. Donc, c'est pour ça que nous soutenons un axe Annecy-Albertville et en tram-train, parce que c'est plus rapide qu'en BHNS et qu'en voiture. On va passer donc à la dernière slide pour conclure. Donc pour nous, la solution sur l'axe rive ouest, c'est le tram-train. C'est un système qui peut aller à la fois sur des rails de tramway et sur des rails de train, qui est moins large qu'un bus au niveau de service et plus facile à insérer. Et la solution, donc ça c'est sur la rive ouest, mais sur le Épagny, non pardon, on va y arriver, sur Sénot-Glaisin, ce serait le bus au niveau de service, puisque l'axe en site propre existe déjà, et sur Pringy, la Balme de Sélingy, ce serait un tramway, puisque c'est là où les flux sont les plus importants. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Nous terminons donc avec un 5 minutes tout pile. Merci beaucoup. Merci à tous de vous être prêtés à l'exercice. Désolé d'avoir été obligé de contraindre régulièrement, mais malheureusement, c'était les règles du jeu fixées. On arrive au terme de cette première séquence. On va ouvrir donc la deuxième sur laquelle vous allez être invités à participer. Je vais inviter les associations, les 9 associations présentes à aller chacune derrière leur table. Et là, vous allez pouvoir aller circuler pendant 45 minutes parmi les associations pour approfondir, questionner. Il y a 10 thèmes qui ont été définis, qui sont principalement ressortis lors des visites sur les kiosques qui ont lieu sur le territoire. Et donc, vous allez pouvoir parler accessibilité, horaire, sécurité, report modal, aménagement du territoire, etc. Et n'hésitez pas à prendre note et à alimenter le cahier qui est devant, puisque c'est ce qui sera rendu ensuite dans le dossier final qui sera remis au garant de la CNDP. On se donne à peu près 45 minutes de temps de discussion avec les associations et les participants. N'hésitez pas à faire le tour au maximum pour conclure cette séance en vous rappelant qu'elle est filmée et que les associations, donc vous serez amenés, on vous invite à la partager massivement pour que les habitants puissent contribuer jusqu'au 26 juillet, date de la fin de cette concertation préalable. Je vous souhaite de bons échanges avec les associations et on se retrouve pour la petite conclusion dans 45 minutes. À tout à l'heure. Même si les échanges vont pouvoir se poursuivre ensuite à l'extérieur autour du buffet, puisque comme chaque pour réunion publique, on termine avec un petit buffet juste à l'extérieur. Et comme ça, ceux qui vont vouloir aller voir la suite du match pourront, sachant qu'il y a 2-1 pour l'Espagne. Voilà, comme ça, je vous ai donné l'information. Pierre Caillot-Dubar, le directeur général adjoint du Grand Annecy en charge des mobilités, m'a rejoint, avec Lorraine Bussard, qui est directrice du service de stratégie des mobilités. Je vais leur laisser la parole pour un petit mot de la fin. Je vais vous demander votre attention juste quelques secondes. Et puis ensuite, on pourra passer au buffet. Lorraine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Chut. Je vois que les échanges sont nombreux, c'est très bien. Un mot très court, juste pour vous remercier toutes et tous. Merci d'être venus, merci d'avoir contribué à ce projet, merci pour vos productions. Merci aussi aux garants qui nous ont accompagnés dans la construction de cet événement. Merci aux équipes du Grand Annecy qui sont présentes toujours, les techniciens, les collègues responsables de la concertation, les collègues de l'agence Écomobilité, toujours présents aussi pour nous accompagner. Merci donc à tous et pour vous assurer que vos avis, vos visions ont été entendues. Elles seront partie intégrale de nos travaux d'analyse et de bilan de concertation. Donc, pour vous remercier. Merci Lorraine. Pierre, c'est un peu le début de la fin, même s'il reste jusqu'au 26, mais c'était une date importante aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, ce soir, ça a montré qu'on a fait une concertation quand même qui s'est adaptée au contexte, puisque, par exemple, la réunion de ce soir et le format de ce soir, il n'avait pas été imaginé avant la concertation, il n'avait pas été imaginé dans le dossier qu'on a déposé auprès des garants. Et donc, on a tous essayé de travailler pour vous entendre. On sait que ça ne sera jamais parfait pour tout le monde, mais moi, j'espère que vous avez pu tous vous exprimer comme vous le vouliez ce soir. Et je peux vous garantir qu'on prendra en compte tout ce qui a été dit aujourd'hui pour la suite de ces différents projets. Et je vous remercie. Et Julien m'a piqué ma conclusion. Il y a 2-1 pour l'Espagne actuellement. Donc je vous invite à aller au buffet
juste à côté, boire un petit verre. Merci Pierre, et merci à toutes les associations d'avoir joué le jeu et respecté le cadre qui a été fixé, en espérant que ça vous alimente au maximum pour contribuer jusqu'au 26 juillet. Voilà, bonne soirée à tous, bon retour, merci aux garants et à bientôt.